Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir et bienvenue dans le dernier numéro de l'Hebdo Politique de cette année 2014. Comme dimanche dernier, nous allons faire un bilan de l'année écoulée avec nos deux invités, Carl Olive et Eddie Haidt. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Carl Olive, maire UMP de Poissy, conseiller général des Yvelines, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Eddie Haidt, élu d'opposition à Carrière-sous-Poissy, numéro 1 du Parti radical de gauche dans les Yvelines et conseiller régional d'Île-de-France, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va parler politique pendant 30 minutes et pour ce bilan de l'année 2014, je vais vous poser une première question plus ou moins personnelle. Je vais vous demander à chacun quel est l'homme ou la femme politique de l'année 2014. On commence avec vous, Eddie Haidt. Qui est l'homme ou la femme politique de cette année pour vous ? J'ai envie d'avoir une petite pensée pour mon ami Christiane Taubira, qui a fait beaucoup pour la lutte contre les discriminations et qui récemment a reçu le prix Jean Zay, qui consacre une démarche en faveur de l'égalité des droits et de la laïcité. Carl Olive, l'homme ou la femme politique de l'année ? Moi je dirais sans hésiter le pape François. Et notamment par rapport à son lobbying, notamment qu'il a pu faire sur les dernières heures entre les États-Unis et Cuba. Et au-delà de ça, l'image qu'il incarne, où on retrouve, je dirais, au-delà de tout, vraiment des valeurs de paix qui font terriblement du bien et qui nous ont fait terriblement du bien, eu égard à ce qui s'est passé au cours des 12 derniers mois. Avec vous, messieurs, nous allons revenir sur les réformes entreprises cette année par le gouvernement et nous aborderons également la question du sport et les événements à venir dans le département et en France. L'Hebdo Politique sur Sensation. On débute donc ce dernier numéro de l'Hebdo Politique avec un bilan des réformes lancées et actées cette année. Bien sûr, on a dû faire une sélection et on a choisi celles qui ont fait le plus parler d'elles. On est comme ça. À commencer par l'une des réformes qui s'est progressivement fait oublier durant l'année. Je parle de celle des rythmes scolaires. Elle est définitivement entrée en vigueur en septembre dernier. Cette réforme a nourri de nombreuses inquiétudes pour une partie des élus locaux, de gauche comme de droite. C'était votre cas à tous les deux. Aujourd'hui, 28 décembre 2014, est-ce toujours le cas, Eddie Haidt ? Je vous sens perplexe. Est-ce que vous êtes toujours inquiet ? Vous l'étiez en tout cas quand vous étiez maire de Carrière-sous-Poissy. J'ai eu à préparer la concertation, à mettre en place la réforme, même si mon prédécesseur a tout détricoté pour refaire autrement. Il n'empêche que les inquiétudes existaient auprès des parents d'élèves sur les questions de dépose de l'enfant, de reprise. Et avec le recul maintenant. Avec le recul aujourd'hui, quand vous sondez les parents d'élèves, les enseignants et autres, vous voyez bien que les mouvements de contestation se font plus discrets parce que ça s'est mis en place. Après, la vie reprend toute sa place. Moi, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est cette contrainte imposée aux communes qui les a obligés budgétairement à faire des choix dans leur politique publique pour financer ce nouveau dispositif d'État imposé aux communes dans l'intérêt de l'enfant. Je le pense, j'en reste convaincu, même si pour beaucoup en maternelle, les enfants restent fatigués. La richesse des activités est réelle et elle est en grande partie due au volontarisme des maires qui font en sorte de recruter du personnel compétent et de proposer là-dessus des compléments éducatifs importants. Bon, il va falloir évaluer régulièrement cette politique. Vous savez qu'il y a une clause de revoyure tous les ans qui avait été posée dans la loi. Je pense qu'il faut que les maires s'en servent et fassent bien remonter à l'éducation nationale et aux ministres concernés ce qui va et ce qui ne va pas. Mais c'est vrai qu'à la base, une meilleure écoute peut-être, ou en tout cas une meilleure information, une meilleure pédagogie aurait évité un peu toute cette hystérie collective autour de cette réforme. Carl Olive, votre ville avait mis en place la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013. Quel bilan vous tirez de cette réforme que vous avez retravaillée cet été notamment ? Je ne sais pas si elle est définitivement mise en place, cette réforme. Ce que je sais, c'est qu'elle est définitivement hors sujet. Ça, c'est clair. Elle fait l'unanimité contre elle. Je ne suis pas du tout d'accord avec Eddie quand il dit qu'aujourd'hui, les gens se font plus discrets. Je peux vous dire qu'ici, à Poissy, on a fait le minimum du maximum que nous pouvions faire dans la droite ligne, ce que des prédécesseurs avaient pu mettre en place. À la différence, j'entends ce que mon collègue dit, évidemment, qu'on aimerait que nos gamins puissent avoir un peu plus de culture, avoir un peu plus de bagage linguistique, avoir un peu plus d'accès à l'art, etc. dans ces activités périscolaires. Qui paye ? La ville de Poissy, c'est 800 000 euros. C'est 800 000 euros, vous rajoutez la DGF à 1,2 million, vous avez le calcul. Aujourd'hui, on est tout à fait exsangue. Si vous pouviez revenir dessus, est-ce que vous le feriez ? Mais je vais vous dire quelque chose.
on nous met une réforme dont on nous dit que les enfants, on va alléger les rythmes scolaires, ils n'ont jamais été autant fatigués. Et moi, je suis très à l'aise pour dire qu'ici, on a fait le maximum de ce que nous pouvions faire, et on a le sentiment, et plus que le sentiment, que cette réforme ne convient à personne. Il faudra revenir sur cette réforme en 2017 si la droite revient au pouvoir. Évidemment qu'il faut revenir dessus, et j'espère qu'on reviendra dessus, ou alors si on ne revient pas dessus, qu'on nous donne les moyens, que l'État nous donne les moyens. Plutôt que de nous dire, faites ce que vous avez envie de faire, mais dès que vous faites quelque chose, c'est vous qui payez. Arrêtons un petit peu. Non, juste, après, moi j'entends le cri de colère de Karl. Il est d'ailleurs très engagé dans un collectif de maires en colère, j'ai cru comprendre, sur plusieurs sujets de réformes proposées par l'État. Il n'empêche que l'ensemble des enquêtes d'opinion, que ce soit auprès des parents ou des maires, montrent un taux de satisfaction qui dépasse quasiment les 60% sur la mise en place de la réforme. C'est pas parfait, certes, mais on est sorti de cette période de crise, de tension qu'avait illustré le début de la mise en place de cette réforme. Mais effectivement, c'est pas parfait. Et encore, c'est sur la méthode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tombé comme ça sur les maires, à un moment donné où la réforme institutionnelle et territoriale se mettait en place, où la baisse de dotation était annoncée, et c'était pas le meilleur moment d'avoir un débat ouvert sur la question de la place de l'enfant à l'école, la capacité à faire de nouvelles activités. Maintenant, il faut laisser le temps à l'évaluation. Moi, je suis favorable à l'évaluation. C'est-à-dire que si une évaluation montre qu'une politique publique n'est pas bonne, il faut accepter de la remettre en place et de la remettre en cause également. Je ne suis pas favorable à l'empilement des politiques publiques sans évaluation. Donc moi, je considère que l'évaluation est remise au cœur des politiques publiques. Le père fondateur de cette réforme, il a démissionné. On a changé de ministre de l'Éducation nationale. Si c'était aussi en général, quand vous changez de ministre ou de ministère, c'est qu'il se passe quand même quelque chose. C'est un petit peu plus compliqué. Non, mais d'accord. Allez expliquer que c'est un peu plus compliqué aux auditeurs qui nous écoutent et aux gens qui la vivent. Alors sur Poissy, on a de la chance, vous savez, c'est comme la fève dans la galette. Il y avait 8 communes sur 262, on a été dedans. Voilà. Et aujourd'hui, 800 000 €, je ne suis toujours pas réglé du solde de la première année, c'est-à-dire 170 000 €. Vous faites le delta. Le fonds a été pérennisé. Ça fait 630 000 € à la charge des Pissiaquais pour une réforme qui ne les satisfait absolument pas. Après, les communes ont le droit, si elles ne le veulent pas, de recevoir la dotation de l'État. Hein. Celles qui l'aperçoivent, le minimum, c'est qu'ils mettent en place la réforme. Alors, on va passer à une autre réforme lancée en avril dernier par Manuel Valls, nommé fraîchement alors Premier ministre. La réforme territoriale, elle vient d'être définitivement actée il y a quelques jours par l'Assemblée nationale. Au 1er janvier 2016, il n'y aura plus 22 mais 13 régions. Là aussi, certains dispositifs ont cristallisé les mécontentements des élus de gauche et de droite. Globalement, messieurs, de quel côté vous situez-vous tous les deux? Vous vous dites, il était temps ou stop, c'est n'importe quoi? Karl Olive. Je pense que dès lors où on est capable de mutualiser en biens et en ressources pour faire des économies avec une égalité de traitement dans le service public, forcément ça va dans le bon sens. Là on parle de la région, de la diminution effectivement des régions. Mais après il faut effectivement voir, est-ce que la région va conserver son dévolu sur les lycées? Est-ce qu'on va lui mettre également... En tout cas sur la réduction du nombre de régions, les collèges, c'est une bonne initiative. Ça va dans le bon sens, mais il ne faut pas que ce soit après dans le contresens. Je vous prends le cas juste à l'échelon en dessous du département, où la gauche nous dit, vous allez voir, on va faire des économies, on diminue le nombre de cantons, mais dans le même temps, on augmente le nombre de conseillers départementaux. C'est exceptionnel, Quelle figure c'est une très très belle pirouette. Ouais. Eddie Haidt, sur la réduction du nombre de régions, ça va dans le bon sens. Première partie, je partage les propos de Karl Olive. Tout ce qui vise à mutualiser, rationaliser l'action publique, elle est évidemment soutenue par les élus de gauche et de droite. Il faudra aussi démontrer les économies qui en ressortent aujourd'hui. Après, le deuxième point, et qui est essentiel au-delà de l'organisation territoriale, c'est la question des compétences. Et ça, c'est la loi NOTRe qui devra être prochainement adoptée et qui va vraiment positionner qui s'occupera des collèges, qui s'occupera des lycées, qui s'occupera du développement économique, de la lutte contre le chômage. Et c'est là que le vrai enjeu se fera, au-delà de savoir si on est à 11, 12, 13, 14 ou 15 régions. L'important, ce sont les compétences aujourd'hui exercées par les agriculteurs. Le gouvernement souhaite accentuer le poids des régions en leur confiant une partie des compétences des départements, routes, transports scolaires, collèges. Karl Olive, vous êtes conseiller général, ça vous inquiète ce projet ? Plus de pouvoir pour les régions, moins pour le département. Non, mais encore une fois, c'est d'abord une opportunité électoraliste sans nom. Enfin, je veux dire, les régions aujourd'hui sont plutôt à gauche, comme les départements hier étaient plutôt à droite. On a essayé de les découper politiquement pour qu'ils repassent à gauche. Je pense que c'est pas gagné, très honnêtement. On l'a dit la semaine dernière concernant les municipales, c'était un petit peu la même chose. Non, je crois qu'on constate quand même quelque chose. On a un mandat structurant, et c'est pas mon collègue qui me démentira, qui est le mandat d'élu local, qui est celui qui est le plus engageant, et c'est celui qui est le plus reconnu par les concitoyens. Et à l'arrivée, on va extirper
le pouvoir des maires au profit de l'agglomération, au profit des départements, enfin même pas des départements, puisque les départements vont disparaître, en tout cas c'est ce que la gauche nous dit, et au profit des régions. Aujourd'hui, il faut quand même être clair, les administrés, il y a une fuite en avant de la démocratie locale, et ça c'est dangereux, et ça c'est très dangereux. Eddie Haidt, plus de pouvoir pour les régions, moins pour les départements. Vous qui êtes élu régional, ça vous ravit ou Oui, pas? alors, la question n'est pas de savoir si, parce que je suis à la région, je suis favorable à la concentration des pouvoirs au sein de la région. Il y a aujourd'hui une organisation en Europe et dans le monde qui font que les territoires sont en concurrence et qu'il faut des gros pôles urbains et régionaux pour... Vous pensez au Länder allemand, par exemple? Par exemple, oui, c'est un exemple. Mais aujourd'hui, l'organisation, elle se fait par grands pôles économiques, liés au tourisme, liés aux infrastructures routières, aux pôles de développement et de création de richesses. Donc ça, c'est une nécessité aujourd'hui. Et je pense que le débat, il porte pas sur vraiment ça. C'est vraiment la question des compétences. Il faut qu'on fasse les choses intelligemment. Aujourd'hui, le débat qui est en cours, notamment sur la question des collèges, c'est est-ce que le département ou l'unité départementale est la plus à même de conserver la gestion des collèges parce qu'il y a la proximité, ou est-ce que c'est à la région de le faire? Tout ça, c'est en débat. Ce qu'il faut, c'est qu'on le fasse assez intelligemment pour prouver à nos administrés que les élus ont décidé dans l'intérêt de la politique publique qu'ils mènent et dans la réussite de cette mise en œuvre. Voilà, moi, j'ai pas de souci à savoir que le département conserverait les collèges ou la région les récupérerait. Le tout, c'est de savoir, au nom du principe de subsidiarité, qui est le plus à même de réaliser la politique publique qui est attendue. Alors, pour la région, je donne juste deux exemples. L'un qui concerne le département, l'autre la région. Si vous avez un problème sur un collège, vous adressez au département. En général, au niveau du département, vous avez une réponse dans les 15 jours. Faites la même chose au niveau de la région. On a bien compris vos différences sur ce point-là. Oui, oui. Pour la région, écrire au conseiller régional que je suis, il aura sa réponse. Pour la région Île-de-France, c'est principalement le Grand Paris qui est concerné. Le Grand Paris va obliger les intercommunalités de la Grande Couronne et donc celles des Yvelines à fusionner pour atteindre la taille minimale de 200 000 habitants. De plus grandes intercos, ça vous fait peur à vous, Carl Olive? Moi, j'entends ce que dit Eddie Haidt. Aujourd'hui, il a raison. Quand on fait un petit peu un benchmark, un comparatif par rapport à ce qui existe à la fois dans nos contrées, je prends le cas de la communauté urbaine de Bordeaux, par exemple, qui est en place depuis 1968. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se demander si on se met en place en communauté d'agglo, en grande communauté urbaine, depuis 1968. Et que le budget de la communauté urbaine de Bordeaux est supérieur au budget du département des Yvelines, ça, c'est un premier exemple. Regardez ce qui se passe dans Bordeaux et sa région, c'est juste fabuleux. Et pour pas faire de clivage, je prends le cas, comme la semaine dernière, du cas de Dijon, qui est en communauté d'agglomération depuis 2000, donc pas depuis 2014, depuis 2000, et regardez ce qui se passe à Dijon. Alors, en fait, le vrai problème, et il faut le dire, le vrai problème demain de cette mise en place des communautés d'agglomération, etc., il est double. Mais le premier, c'est d'abord un problème d'élus. Aujourd'hui, c'est un problème d'élu, parce que si l'administré, son traitement des ordures ménagères est exactement fait comme il l'est fait aujourd'hui, il n'y aura pas de problème. Par contre, effectivement, il y aura moins d'élus et ça fera des économies. Et le deuxième problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un déni de démocratie par rapport aux maires que nous sommes, aux élus de terrain que nous sommes, puisqu'on nous retire des pouvoirs. Je prends le cas, par exemple, du logement, je prends le cas, effectivement, de nos PLU demain, peut-être qu'on aura moins la main dessus. Et ça, c'est dangereux. Eddie Haidt, sur ces grandes souhaité notamment par le préfet de région. Le revers de l'organisation de la métropole du Grand Paris, c'est la nécessité pour la Grande Couronne d'avoir des gros pôles urbains pour pouvoir peser et peser dans le débat. Donc des pôles à 200 000. Aujourd'hui, sur le territoire qui nous concerne, on serait sur des pôles plutôt à 400 000 sur l'OIN Seine-Aval. Oui, vos deux intercos vont peut-être d'ailleurs fusionner. Et 6 même qui vont se rassembler. Ouais. Il y a des réunions qui se tiennent régulièrement. Un pôle métropolitain de configuration est en place. Voilà, le débat, il porte pas sur l'opportunité d'être à 400 000. Je crois que là-dessus, il faut intégrer les territoires dans une démarche plus participative et plus collégiale sur les grands choix économiques. C'est la question de l'appropriation par les citoyens. Tout ça va très très vite pour eux. Ils viennent d'élire des représentants dans des intercos, des majorités des oppositions. Pour les oppositions, elles vont disparaître au 1er janvier 2016 dans les futures grandes agglos. Tout ça est très compliqué pour eux, ça va vite. L'organisation territoriale est déjà complexe à percevoir pour les élus, alors pour les administrés, qui eux le voient au rapport de l'impôt et coût-efficacité de leur politique publique, c'est très compliqué. Donc il va falloir qu'on démontre bien que ces territoires rassemblés sont là pour que des résultats soient encore plus prégnants dans la vie quotidienne des Yvelinois en ce qui nous concerne. Et là-dessus, je pense que la dynamique, elle se créera. Il faut lever par contre les inquiétudes. Alors un dernier mot, Carl Olive, mais vraiment rapide. On a une opportunité historique de pouvoir faire de notre Seine-Aval un corridor de développement économique à une autre pareille, que ce soit dans le domaine de l'industrie automobile, que ce soit dans le domaine des transports. On en a parlé la semaine dernière, entre le RER-E, entre la voie nouvelle Paris-Normandie, entre la tangentielle Grand Ouest, et ça, faut pas le rater, et le port d'Achères. Je vous propose de faire une pause. Nous y serons au rendez-vous. On se retrouve, messieurs, dans quelques minutes pour parler de sport.
L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. L'hebdo politique, c'est reparti. Et pour ce dernier thème de l'année 2014, on a choisi un sujet que l'on aborde rarement dans l'émission et qui est un peu plus léger, que de la pure politique. C'est le sport. En ce moment, quand on parle sport et Yvelines, on pense forcément au Paris Saint-Germain et à son nouveau centre d'entraînement. Il est actuellement basé sur la commune de Saint-Germain-en-Laye et c'est cette ville qui tient toujours la corde pour le nouveau centre. Mais il y a également la ville de Poissy qui est candidate pour accueillir ce centre d'entraînement. Carl Olive, où en est-on aujourd'hui ? À combien évaluez-vous les chances de voir le PSG débarquer dans votre ville ? Dans le football, il ne faut pas s'attacher aux pronostics et aux enquêtes et aux stats. Non, il faut être très à l'aise par rapport à cela. D'abord, l'objectif, c'est de ne pas perdre le Paris Saint-Germain de notre territoire. Ça, c'est le premier. Il faut tous se battre par rapport à cela. Parce que, peu importe la ville, tant que c'est dans les villes. Exactement. Qu'on le veuille ou non, notre vaisseau amiral est le Paris Saint-Germain quand on parle de football et quand on parle de marque. Et aujourd'hui, on a un volet social à développer. Aujourd'hui, l'agrément en tant que tel, c'est l'association Paris Saint-Germain qui l'a, l'association de la section amateur, depuis 1970. Donc naturellement, et je l'ai toujours dit, le berceau du club doit rester effectivement la ville de Saint-Germain-en-Laye. Mais si vous pouviez Maintenant, si pour des raisons qui appartiennent à la ville de Saint-Germain-en-Laye, à la ville de Paris et aux Qataris, il y avait un désir de changer d'air, alors effectivement, je serais, comme avec plaisir. Non, à Poissy, je serai le dernier des imbéciles à pas jouer toutes les cartes qui sont les nôtres avec l'alignement des planètes que compose le département, le député David Douillet qui est également conseiller régional d'Île-de-France et la ville de Poissy. On est une rotule de la future Seine-Aval. On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on a une centaine d'hectares qui peut non pas être proposés. On peut faire ça en partenariat avec le Paris Saint-Germain. On est à 20 minutes du Parc des Princes. On a de formidables atouts et on est maître de la situation, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Mais on est très à l'aise par rapport à ça. C'est même pas une compétition. Il y a un choix qui sera fait. Peut-être que ce sera un choix politique. En tout cas, comme j'aime à dire, puis pour reprendre une formule dans le football, on a 3 minutes. C'est face au but, on ne mettra pas la balle à côté. Eddie Haight, je crois savoir qu'en 2012, lorsque vous étiez maire de Carrière-sous-Poissy, votre ville avait déposé également un dossier. Ou alors c'est une erreur peut-être. C'est une erreur. Mais c'est une j'avais erreur. accueilli à l'époque Franck Borotra, président de la fondation PRG, pour des démonstrations de football avec PSG, les jeunes. PRG, c'est oui, PRG, ouais, PSG. PRG, c'est votre cam. C'est ma cam, ouais. Non, mais plus sérieusement, moi j'ai une affection particulière pour le PSG puisque je suis administrateur du CFA Omnisport qui est situé au sein du camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye. Et si on parle aujourd'hui de la possibilité de Saint-Germain-en-Laye ou de Poissy ou d'autres communes d'accueillir le futur camp d'entraînement du PSG, parce qu'on a permis à la région, en bonne intelligence avec les élus locaux, d'inscrire au SDRIF, au schéma directeur régional de l'Île-de-France, le fait que tous les sites candidats avaient cette possibilité urbaine, c'est-à-dire qu'on n'a pas contraint par des pastilles d'urbanisation ou des pastilles environnementales la possibilité d'implanter parce qu'on savait qu'il y avait une réalité économique, politique et sociale et culturelle à valoriser le PSG sur notre territoire. Aujourd'hui, le PSG, ça fait partie du patrimoine des Yvelines, clairement. Est-ce qu'on peut imaginer un jour le PSG ailleurs que dans les Yvelines ? Non, non, je crois que non. Et puis je crois que vous pouvez faire confiance aux élus locaux pour permettre que ça ne parte pas ailleurs. Et d'ailleurs, le débat, il se pose pas ailleurs que dans les Yvelines. Aujourd'hui, les hypothèses ont été très évacuées. Mais c'est parce pour les retombées médiatiques. Un attachement au territoire, c'est une réalité aujourd'hui. C'est bon pour l'image institutionnelle du département. Oui, et puis bon, en même temps, le patriotisme territorial il est important. Et puis les élus locaux sont là pour le valoriser. Puis le PSG, c'est une histoire, c'est une culture. Et le football, à travers aussi tous ses défauts et ses travers, reste un sport très populaire. Le PSG à Poissy, par exemple, c'est surtout des retombées médiatiques ou des retombées pour l'image de la ville ? Non, au-delà de ça, là encore, c'est la cerise. Le Paris Saint-Germain, c'est la cerise. Le vrai gâteau concernant le Paris Saint-Germain, on a aussi un volet social sur lequel on partage beaucoup de choses avec mon collègue Eddie Haight. Pourquoi ? Parce que je prends le cas de Poissy, quartier populaire de Borgard et la Coudray. Vous vous rendez compte le bassin d'emploi que peut apporter directement ou indirectement une marque comme le Paris Saint-Germain ici à Poissy et dans toute la région. Il y a quand même quelque chose sur lequel j'entends revenir. Parce que Eddie Haight, avec David Douillet, ont été les deux seuls conseillers régionaux à porter un amendement pour avoir des conditions d'accueil dignes de ce nom ici dans notre région. Et ça, il faut quand même rendre hommage et à Eddie et à David Douillet par rapport à cela. Après, encore une fois, quand vous mettez en place, parce que c'est le vœu des dirigeants qataris, vous voulez mettre en place un pôle d'excellence, certainement le plus joli et le plus brillant pôle du monde, puisque c'est leur volonté. Je suis allé à Doha au Qatar quand on voit ce qui a été fait à Aspire, mais dans le même temps, un centre de formation et de performance
Pour les jeunes, alors là, on a un volet social qui nous intéresse. Je pense que et l'un et l'autre, on partage le fait d'avoir une lutte des exclusions à travers le travail social. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que le football soit une école de la vie si on ne le met pas en place effectivement au quotidien. Voilà. Alors vous deux qui connaissez la vie de maire, le sport, est-ce que c'est quelque chose d'important? Et par exemple, est-ce que lorsque l'on défend son bilan de maire, on parle de sport? Ou alors quand on est en campagne, mettons en avant ses ambitions sportives? Est-ce que le sport, c'est quelque chose qu'on met facilement en avant ou ça passe un peu au second plan? Non, ça passe forcément sur le premier plan avec d'autres sujets, certes, mais les licenciés sportifs ne cessent pas d'augmenter, leur nombre est de plus en plus important. Et puis les villes ont la responsabilité, que ce soit seules ou avec les intercommunalités ou avec l'aide du département et de la région, à offrir des équipements sportifs de qualité, alors que ce soit pour la pratique amateur, mais aussi favoriser la pratique professionnelle des sports. Moi, j'avais mis en place un certain nombre de bourses pour les sportifs de haut niveau de la commune et au niveau de l'intercommunalité, parce qu'on sait qu'une école coûte cher, un pôle espoir coûte cher aux familles et qu'il ne faut pas casser l'élan d'un jeune qui est révélé, qu'il soit issu du quartier populaire ou pas, dans les communes. Avoir des équipes sportives qui brillent, est-ce que c'est important pour l'image d'une ville? Évidemment, et un maire est très fier de pouvoir se dire que son équipe est première au championnat départemental, régional, national. Mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce qu'on construit à travers le sport, sa politique sociale, quel message on véhicule sur les valeurs de fair play, de respect, de lutte contre les discriminations dans le sport, l'égalité des femmes, d'accès des femmes au sport. Donc il y a plein de choses à faire. Et ça dépasse vraiment les clivages politiques, en tout cas dans l'arc républicain, parce que je ne suis pas sûr que les mairies d'extrême droite le pratiquent de la même façon qu'on peut le faire à droite ou à gauche. Mais je veux dire, voilà, il faut encourager la pratique amateur, certes, mais aussi les pôles d'excellence, parce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on aura nos futurs champions. Alors Carl Olive, vous avez joué au PSG étant plus jeune, vous avez été président de plusieurs clubs de foot à Château et à Poissy. J'imagine que pour vous, le sport à Poissy, c'est quelque chose d'important. Écoutez, je rejoins complètement ce que dit Eddie. Je prends le cas de la ville de Poissy. Bientôt 40 000 habitants, il y a quasiment 10 000 licenciés sportifs en loisirs ou en compétition élite professionnelle. Vous vous rendez compte, un quart de notre population qui est sportive. Oui, évidemment. Et là, on a un outil d'intégration dans le tissu social au travers du sport qui est très important. Je le disais tout à l'heure, le sport école de la vie. J'aimerais que le sport, d'ailleurs comme la culture, puisse entrer encore plus de façon plus prégnante dans le cursus de l'éducation nationale, qu'on puisse multiplier les classes à horaires aménagés. Parce que quand les gamins sont là, de facto, ils ne sont pas ailleurs, donc il faut peut-être moins de bêtises qu'ils pourraient peut-être avoir, la nature ayant horreur du vide. Et puis, par rapport à cela, développons des centres de formation pour les métiers du sport, faisons en sorte que ces jeunes soient valorisés, respectons-les, parce que dans le sport, d'abord, il y a des règles. Il y a des règles dans le sport. Dans tous les sports, il y a des règles. La première des règles, c'est que quand, par exemple, un ballon sort au-delà de ligne de but, on a une rentrée en touche qui se fait à la main et jamais au pied. C'est juste un exemple. Mais dans le sport, vous dites bonjour, au revoir, merci. Dans le sport, vous avez des ouvriers, vous avez des chômeurs, vous avez des cadres. Ils portent le même maillot et pourtant, ils n'ont pas la même situation. Mais c'est un des vecteurs qui rassemble et qui, à mon sens, est unique dans ce qu'on souhaite développer. On parlait des Länder tout à l'heure avec Eddie Haidt. Regardez ce qui se passe en Allemagne, hein. Le sport fait partie intégrante de la vie. Il n'est pas à côté de la vie citoyenne. Alors on va essayer de lier politique et sport maintenant. En cette période de baisse des dotations pour les collectivités territoriales, est-ce que le sport est-il un domaine privilégié pour la baisse des budgets et des financements? Est-ce que c'est un budget dans lequel on peut taper, entre guillemets, plus facilement que dans d'autres budgets? Est-ce que c'est là, en tout cas, est-ce que c'est le cheminement d'un maire? Mais tous les secteurs budgétaires font l'objet d'une lecture attentive de tous les élus locaux. Plus le sport qu'un autre ou pas? Non, je crois que la question, elle est globale sur la nécessité à faire des économies. Maintenant, on peut essayer de discuter avec les prestataires, les fournisseurs. On peut essayer de monter des partenariats publics-privés, du sponsoring pour créer des équipements. Il n'y aurait rien de pire que de stopper l'investissement public, car la dépense publique en soi, elle n'est pas mauvaise. Par contre, voilà, l'objectif, il n'est pas de créer 4 terrains de foot synthétiques, il n'y en a besoin que de 2. Voilà, l'idée, c'est d'avoir le bon investissement public, et je crois qu'il ne faut pas casser cet élan-là. Il y a un risque réel avec la baisse de la dotation globale de fonctionnement de l'État auprès des collectivités territoriales. Néanmoins, si en période de crise, à chaque fois, il fallait couper dans la culture, dans le sport et tout ce qui n'est pas lié simplement aux besoins premiers, ouais, c'est plus facile, mais en réalité, le dommage, il est beaucoup plus grand sur le long terme que sur le court terme, quoi. Oui, puis par rapport à cela, j'insiste et moi j'invite et je propose vraiment de façon diligente aux responsables associatifs mais aussi culturels de faire en sorte d'arrêter de croire que la ville est la mamelle du financement de ces associations à sens unique. C'est plus le cas. Je prends le cas, il faut qu'on soit darwiniste par rapport à cela. Le budget du foot à Poissy jusqu'à présent représentait 3/4 de subventions de la commune. Ce n'est plus
plus possible. Donc ce que je demande, c'est un accord gagnant-gagnant. Que les associations, c'est un peu le message que passait Eddy, que les associations aillent aussi chercher des sponsors par rapport à cela. Et surtout, que ces associations, moi c'est ce que je leur demande, en échange de cette subvention, qu'elles viennent aussi participer à des grandes opérations citoyennes que nous organisons, comme la Pissiaquès qui aura lieu le 5 avril, qui est une course nature où on a besoin de l'ensemble du personnel associatif pour donner un coup de main. Dernière question de l'année 2014. L'Assemblée nationale a voté récemment un amendement pour exonérer fiscalement tous les événements sportifs internationaux qui se dérouleront sur le territoire français. C'était le souhait du gouvernement. Ça concerne évidemment l'Euro de football 2016. Bonne ou mauvaise décision? Ça fait grincer quelques dents? Oui, mais ça fait grincer des dents pour ceux qui ne sont pas sportifs et qui n'aiment pas le sport. Ce serait la même chose sur les anticulturels, etc. Je prends le cas de l'Euro 2016. On a la possibilité d'avoir un formidable rassemblement de la jeunesse qui sera unique en France, qu'on n'a pas vu depuis 1984. Vous prenez une ville qui va accueillir un événement, il y a quasiment 60 000 personnes qui pourront assister gratuitement dans cette ville au spectacle vivant qui est la retransmission du match de football. On l'a vu simplement sur la Coupe du Monde l'été dernier sur la place de la République à Poissy. J'ai eu quasiment 1500 personnes pour la finale. Là, on a l'impression et on a le sentiment de participer à quelque chose. Donc, désolé pour ceux pour qui ça grince, mais ça va dans le bon sens. Et D8, rapidement, sur cette exonération fiscale pour les événements sportifs internationaux en France, ça va dans le bon sens? Ou alors, il y a ceux qui disent aussi le football a beaucoup d'argent. C'est un vrai engouement populaire, et je crois que ce soit l'Euro 2016 ou d'autres manifestations, tout ce qui peut permettre de les développer est important. Moi, c'est la raison pour laquelle je soutiens la candidature de Paris. Je soutiens le fait que Paris puisse être candidat à la candidature aux Jeux Olympiques avec un vrai mouvement populaire d'adhésion, et je crois que ce sera une belle occasion pour nos territoires de relever la tête. Et j'espère que notre pays sera celui qui accueillera la Coupe du Monde de football féminin puisqu'il est candidat. Voilà. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique, le dernier de l'année 2014. Merci messieurs d'y avoir participé. Carl Olive, que pouvons-nous vous souhaiter pour 2015 de bon? Comme le disait Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et vous, Eddy Haight? Voltaire? Non. Cervantes dans Don Quichotte, c'est dans la fidélité que l'amour fait des miracles. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés tout au long de cette belle année politique. On se retrouve dès dimanche prochain pour un best-of, une sélection des meilleurs moments avec nos nombreux invités. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver nos émissions en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr à consulter sans modération. D'ici là, bon réveillon et bonne fin de dimanche à tous. Merci. Radio Sensation. L'hebdo politique.